Un épithélium est un ensemble de cellules jointives avec interposition de substances fondamentales. Voilà, ça c'est faux. Elle n'est pas difficile. Vous avez quelques définitions à retenir. Celle-là, elle est essentielle. Voilà, encore une fois, c'est un ensemble de cellules jointives sans interposition de substances fondamentales ou de matrices, ou ce que vous voulez. Voilà. De toute façon, il n'y a pas d'interposition. Encore une fois, il y a le petit écart de 10 à 30 nanomètres, mais ça, c'est vraiment parfait. Enfin, il faut le retenir, mais pour vous, les cellules épithéliales, elles sont jointives. Donc voilà, je vais vous rappeler vite fait les différentes différenciations de jonctions qu'on a. On a les jonctions maculaires et les jonctions zonulaires. Donc maculaire, c'est un point, c'est localisé, c'est vraiment ponctuel. Zonulaire, c'est plus diffus, on les appelle aussi en ceinture. Voilà, encore une fois, vous voyez, il y a beaucoup de termes que Barbara reprend. Donc ça, c'est deux morphologies différentes, pardon. Donc ça, c'est un point de vue morphologique. Dans ces trois morphologies, vous avez trois trucs à retenir, c'est les jonctions serrées. Voilà. Les jonctions occlusives. Et les jonctions communicantes. Il faut savoir que les serrées et les occlusives sont sous forme maculaire ou zonulaire, mais les communicantes, encore appelées jonctions interstices ou gap junction, elles sont que sous forme maculaire. Donc vraiment retenir ça, serrée, occlusive, maculaire, zonulaire, communicante uniquement maculaire. Voilà, donc je ne vais pas vous les redessiner parce que vous allez avoir un temps de suivre, on va mettre le PDF sur le site. Pas de la correction mais seulement du cours. Donc important de retenir bien la correction. Donc celle-ci elle est fausse. Donc voilà, encore une fois, retenez bien la définition, c'est vraiment très important. Voilà, un tissu épithélial ne peut pas cumuler une fonction glandulaire et de revêtement, elle est fausse. On vous a pris l'exemple de l'épithélium intestinal. Voilà, enfin, je vous rappelle la cellule caliciforme qui libère le mucus, etc. Donc glande exocrine qui permet l'opération du mucus digestif. Donc voilà, donc là il n'y a pas grand chose à dire. Il faut vraiment retenir que la fonction de revêtement n'est pas exclusive de la fonction glandulaire. Donc voilà, je vous rappelle vite fait les différentes extrusions de glandes, il y a mérocrine, où la cellule reste intacte, holocrine, où la cellule part complètement et meurt, il n'y a qu'un seul cycle. La fonction holomérocrine, on verra après qu'il y a un petit, je pense que vous avez tout à peu près vu, holocrine ou apocrine, où il y a le haut de la cellule, donc le pôle apical, qui s'en va. Donc là, je vous rappelle un petit truc sur la polarité fonctionnelle d'une cellule épithéliale. Vous vous rappelez bien que voilà, la cellule épithéliale avec le pôle apical et le pôle basal. Voilà. Donc ça c'est des rappels, c'est vraiment, je m'adresse au primant, là je m'adresse pas de blanche avec ces champs pour vous, mais voilà, donc là vous avez beaucoup de polarité fonctionnelle qui va faire comme ça, c'est-à-dire qu'ici, voilà, vous avez votre petite sécrétion, donc synthèse, on va voir juste après, et là libération, extrusion, stockage, etc., ça va bien du centre basal au pôle apical, vous n'avez pas un retour dans le tissu conjonctif des différents produits de sécrétion. Donc voilà. Question C, item C, pardon. Un tissu épithélial bordant une cavité fermée forme un tissu épithélial bordant une cavité fermée forme avec un corrément un tissu appelé muqueuse. Donc là, il y a deux fautes déjà, parce qu'une cavité fermée, ça ne va pas être une muqueuse mais une séreuse. Vous avez trois grandes cavités fermées à apprendre. C'est la cavité péritonéale, la cavité pleurale et la cavité péricardique. Donc il y a 3 P. Enfin voilà, c'est de moyen bête et méchant d'apprendre, mais vous avez les 3 cavités fermées. Voilà, je ne les écris pas, mais retenez les péritonéales, donc au niveau des viscères, au niveau du ventre, tout ce qui va servir à retenir l'estomac, le foie, le pancréas, tout ça. La cavité pleurale, c'est ce qui est autour des poumons, on l'appelle aussi la plèvre. Et la cavité péricardique, ce qui est autour du cœur. Voilà. Tout ça, ça a une fonction de glissement, c'est pour permettre, lors des battements du cœur, lors de la respiration, tout ça, que les organes glissent, ne se coincent pas, et que ça, vous verrez au second semestre, il me semble, en anatomie. Enfin, je vous le dis pour que ça soit clair pour vous. Donc voilà, il y a 3 grandes cavités fermées à apprendre. Il y en a une 4e, à ne pas oublier, c'est la cavité vasculaire.
Donc la cavité vasculaire, ça sera pas une séreuse, ça sera pas une muqueuse. Je vais vous faire un petit tableau aussi, je pense que pour les primants et même les doublants, parce que Barbet n'est pas forcément clair sur tout ça. Donc vous avez une muqueuse. À pas se tromper avec les cellules muqueuses, tout ça. Une muqueuse, c'est un organe. Voilà, faut le retenir, vous la prenez comme ça. Une muqueuse, c'est un organe. Voilà, c'est bitissulaire. Dans une muqueuse, il y a un épithélium de revêtement et un chorion. Un chorion, c'est quoi? C'est un tissu conjonctif qui a une vocation de trophicité. Voilà, donc ça veut dire un tissu conjonctif. Déjà, un tissu conjonctif à l'origine, c'est spécialisé avec les trois fonctions que je disais tout à l'heure, trophique, soutien et immunitaire. Le chorion est spécialisé encore plus dans la trophicité, dans la nutrition. Voilà, donc ça, la muqueuse, c'est ce qui va être en surface de vos cavités fermées. Voilà, donc une cavité fermée, voilà, si on dit cavité buccale, la cavité buccale, elle n'est pas fermée, elle est ouverte. La cavité vésicale, la cavité vaginale, ce que vous voulez, la cavité anale, on en passe des meilleurs. Donc voilà, donc retenir muqueuse, organe muqueux, c'est un organe, c'est bitissulaire. Je vous rappelle la définition d'un organe, c'est un ensemble de tissus rassemblés en vue de faire une fonction fondamentale. Voilà, c'est pareil, il faut toujours rassembler des choses pour faire une fonction principale. Donc ça, c'est pour les trois cavités fermées, donc péritonéale, péricardique et pleurale. La dernière cavité fermée, c'est la cavité vasculaire. Je l'appelle CV, la cavité vasculaire. Ce coup-ci, ici, l'épithélium de revêtement, il n'a pas de nom particulier. C'est-à-dire qu'on va, si pardon, celui-là, il a un nom particulier, ça s'appelle le mésothélium. Voilà, je me suis trompé. Le mésothélium. Voilà, donc une muqueuse, c'est bitissulaire, avec un épithélium de revêtement qui s'appelle mésothélium et encore un tissu conjonctif à vocation trophique. Et la cavité vasculaire, la troisième cavité fermée, parce que cavité ça paraît logique, quand le sang reste dans les vaisseaux, tout ça, il ne sort pas du corps, à part si vous avez une hémorragie, mais c'est pathologique. Donc voilà. Cavité vasculaire, c'est pareil. Donc un vaisseau, hein, je vous fais le vaisseau, voilà. Ça c'est le vaisseau, avec la petite lumière. Alors j'ai vu sur le forum qu'on avait posé, ouais, la lumière, machin, il n'y a pas de lumière, je comprends pas. Enfin, la lumière, c'est, voilà, enfin là, vous avez ce que là, je suis en train de vous blanchir un peu plus, voilà. C'est ce qui est composé de ça, en fait. Voilà, une cavité vasculaire, ça va être la paroi, avec, ici, vous avez le sang. Et le sang, il se situe dans la lumière. Voilà, ça, c'est la lumière du vaisseau, on appelle ça comme la lumière d'une cavité, la vessie, tout ça. La vessie, la lumière, c'est là où se met l'urine. Bon, voilà, je passe. Donc, la cavité vasculaire, vous avez un épithélium de revêtement qui s'appelle endothélium, ce coup-ci. Voilà, ça c'est à retenir. Franchement, c'est vraiment la base de l'histologie de Barbet. Enfin, ça fait. Bravo, voilà. C'est vraiment. Il faut vraiment le retenir comme mésothélium, endothélium. Endothélium, c'est vraiment pour la cavité vasculaire. Et un tissu conjonctif, ce coup-ci, ça ne s'appelle pas vraiment chorion, mais c'est un tissu conjonctif. Voilà, avec les trois fonctions différentes. Donc, voilà, donc je passe vraiment beaucoup de temps sur les premières corrections parce que c'est vraiment un rappel et la base qu'il faut apprendre de l'histologie. C'est pas pour vous embêter, c'est vraiment que ça c'est super important. Faut pas se tromper entre muqueuse et après séreuse, donc je finis mon schéma. Donc voilà, une séreuse, c'est aussi un organe, on appelle aussi organe séreux. Et aussi la séreuse, ça va être pour les cavités ouvertes. Donc si tu veux des cavités buccales, vésicales, etc. Voilà, donc la séreuse aussi, c'est aussi bitissulaire, donc c'est un organe. Il ne faut pas oublier que la séreuse et muqueuse, je rappelle une dernière fois, il ne faut vraiment pas se tromper entre cellule muqueuse et une séreuse, ou une cellule séreuse et une cellule muqueuse. Enfin, une séreuse et une cellule séreuse, voilà, c'est vraiment différent. Si on parle de cellule séreuse, c'est pas un organe, c'est une cellule, voilà. La séreuse, quand on vous dit la séreuse, on pense à l'organe bitissulaire avec l'épithélium de revêtement, plus chorion. Voilà. Et ce coup-ci, l'épithélium de revêtement n'aura pas de nom spécial. Voilà, c'est ça, voilà, donc ça, retenez-le. Je vais le laisser au tableau un petit moment. J'espère que c'est clair pour vous. Sinon, venez poser des questions sur le forum ou à la paillasse. Voilà, donc c'est faux, blablabla. C'est pour les cavités ouvertes. Donc voilà. Les cellules épithéliales reposent directement sur un tissu conjonctif. Bon, c'est là, voilà, enfin, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui se sont trompés, c'était juste pour mettre une petite intonation sur les directement, les uniquement, les seulement, enfin, tous ces mots-là qui font que la phrase va être souvent invalidée. Enfin, voilà, vous savez très bien que
C'est la base de l'épithélium, c'est tissu épithélial, membrane basale, tissu conjonctif. Donc là, on vous a mis directement sur un tissu conjonctif, c'est faux, comment ça, la membrane basale. Donc c'était un peu bête et méchant. Donc voilà, le pôle apical, blablabla, bah ça c'est vrai. Voilà, donc la réponse c'était A, B, C, D pour la une. A, B, C, D pour la une. Question 2, blablabla. Un tissu conjonctif envoie des capillaires sanguins dans la matrice extracellulaire de l'épithélium afin de le nourrir. Donc bah là, il y a une grosse erreur, parce qu'un épithélium, c'est jamais vascularisé. Ça, il faut le retenir. Enfin, si vous avez fait cette faute, ça veut dire que soit vous n'étiez pas attentif en cours, ou soit vous n'avez vraiment pas compris la base du tissu épithélial. Je vais faire un dernier petit dessin pour ces questions-là. J'ai de la place, voilà. Donc là, vous avez votre cellule, une deuxième cellule. Vous vous rappelez du petit espace de 10 à 30 nanomètres qu'il y a entre deux cellules, mais clairement, il ne va pas y avoir la place pour un capillaire qui va mesurer entre 5 à 7 microns, c'est pas possible. Sur un truc de 10 à 30 nanomètres, il y a pratiquement une différence de 1000, on ne peut pas rentrer un capillaire là-dedans, quoi. Parce que là, la question, c'est matrice extracellulaire. Extracellulaire, c'est pas dans les cellules, donc ça serait là. Ici, clairement, on ne peut pas mettre de capillaire. Et je vous ai dit tout à l'heure que le capillaire, c'était le seul vaisseau sanguin qui permet les échanges. Donc la nutrition. La nutrition, elle se fait ici. Vous avez votre tissu conjonctif, un petit capillaire. Mot-clé à retenir, diffusion voisinage. Voilà, j'ai pas mis les noyaux, mais vous en doutez qu'il y en a. Donc voilà, la membrane basale imperméable permet notamment la cohésion et l'adhérence entre l'épithélium et le tissu conjonctif. Bon, pour voir si juste vous avez compris, enfin, je sais que c'est chiant de parler en amphi, mais là, le mot qui va pas, c'est quoi? Voilà, merci. C'est gentil de participer. Bah voilà, en fait, là, on vous a mis pratiquement toutes les fonctions de la membrane basale, c'est-à-dire la perméabilité, la cohésion-adhérence, et la dernière, c'est la limite territoriale. Donc là, on vous a fait un mix de mots-clés, mais on vous a juste mis imperméable, et c'est le mot qui invalide toute la phrase. Parce que clairement, si la membrane basale qui est ici est imperméable, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune diffusion, il n'y a pas de nutrition. Ça paraît bête comme ça, mais parfois, il faut juste réfléchir et pas dire « Ah putain, je sais pas ». Et voilà, enfin, imperméable, ça paraît vraiment bête, quoi. Enfin, on peut vraiment pas penser que ça, c'est imperméable, sinon il n'y a rien qui passe. Bon, après, je vous donne vite fait les trois, je vais écrire au tableau les trois fonctions de la membrane basale. Donc, c'est limite territoriale. Limite territoriale. La deuxième, c'est cohésion-adhérence. Voilà, et la troisième, donc on a dit perméabilité. Voilà, ça c'est vraiment à retenir, voilà. Il y a plein de fonctions comme ça, comme voilà, tissu conjonctif, trophicité, soutien et cohésion, voilà, tout ça. Il faut vraiment les retenir. Ça paraît chiant comme ça, mais c'est vraiment les questions qu'on pose, vont pas être plus bêtes que ça, quoi. Au début, après, vous aurez peut-être des cours un peu plus difficiles, mais les questions, enfin là, je vais parler de la muqueuse, séreuse, etc. Les questions, ça ne sera pas des gros pièges, quoi. La première question qu'on a eue l'année dernière, c'était est-ce que les cellules épithéliales reposent tous sur une membrane basale ou un truc dans le genre? Et bon, voilà, il y avait le foie, c'était l'exception. Il fallait juste connaître que l'épithélium du foie n'a pas de membrane basale. C'est vraiment la seule, voilà, enfin, c'est pas si dur que ça, quoi. Donc la membrane, voilà, donc c'est perméable, sinon il n'y a pas de diffusion. Là, c'est au niveau des faces latérales des cellules épithéliales, on peut retrouver des différenciations cellulaires qui sont des moyens de jonction entre deux cellules voisines. Je viens d'en effacer une, là c'était jonction communicante, mais voilà, là il n'y a rien, il n'y a pas de piège, il n'y a rien du tout. Donc c'est vrai, macula, zonula, occludens, c'est adhérente. Retenir juste que celle que je viens de passer, la communicante, est que sous forme maculaire. Voilà, ça c'est le piège des jonctions communicantes, des jonctions intercellulaires, pardon. Voilà, là la plus fréquente des jonctions est le desmosome, macula adherens. Là il y a deux choses à retenir. Donc la plus fréquente c'est le desmosome, voilà, c'est vrai. Et le desmosome, il y en a un synonyme, c'est la macula adherens. Voilà. Donc celle-ci, elle est vraie. Voilà. On retient aussi que jonction communicante, il y a trois noms. Voilà, sans pas vous faire barber les noms différents. C'est jonction communicante, jonction à interstice ou encore gap junction. Voilà. Ça c'est. Ouais. Ouais, c'est bien sûr, c'est différenciation cellulaire. Oui, bien sûr. Là, tu as ta cellule.
sur la cellule, il y a une différenciation, ton cytoplasme il change pour faire une différenciation, une spécialisation cellulaire. Tu en as une zone là, qui est répartie sur tout le contour en ceinture. Zone là, c'est aussi une ceinture, tu vois, c'est diffus, c'est ceinture. C'est ça ta question? Parce que ton cytoplasme il va changer de forme, il va pas être... Là, ton cytoplasme il est un peu en guillemets, entre grosses guillemets, hein, c'est rectiligne, c'est une ligne continue. Sauf que là, par exemple, tes jonctions communicantes, par exemple, ça va être ça. Mais j'ai pas le temps de faire tout le dessin, mais vraiment, je l'ai très bien fait, c'était l'autre jour, c'était la jonction communicante, c'est ça, voilà. Là, tu as bien vu qu'au niveau de ton cytoplasme, il y a une différenciation cellulaire, une spécialisation, tu as des connexions. Ça, c'est une connexion formée de 6 molécules de connexine. On s'en ici. Et voilà, c'est ton cytoplasme qui change de forme pour s'adapter à la fonction qu'il a. Voilà. Donc, la DA est bonne. La E, il existe 4 formes des cellules épithéliales. Celle-là, elle était vraiment trop bête. Enfin, voilà, c'était juste pour vous dire, encore une fois, qu'il y a plusieurs mots pour dire la même chose. Prismatique et cylindrique, c'est la même chose. Il n'y a que 3 formes de cellules. On rappelle, elles sont cubiques. Cubique, ça veut dire aussi haute que large. Voilà, c'est un carré, c'est un cube. Pavimenteuse, plus large que haute. Et prismatique ou cylindrique, avec des petits noyaux, mais je ne les fais pas. Je pense que vous commencez à connaître tout ça. Donc voilà, ça c'était une faute bête et méchante. Donc pour la 2, les bonnes réponses c'était C et D. Voilà, donc la 3. Dans un épithélium stratifié, c'est là que je tiens à ce que vous soyez attentifs parce que pour les doublants, je pense que c'est pas la logique, mais pour les primants, enfin écoutez bien parce que voilà. Dans un épithélium stratifié, si la couche basale a des cellules cubiques et la couche la plus superficielle a des cellules pavimenteuses, on parle d'un épithélium pavimenteux stratifié. Donc là, vous avez des items comme ça qui sont longs, qui sont chiants à lire, tout ça. Il faut juste savoir que dans les items longs, souvent il y a une partie de la phrase qu'il faut retirer. Là, dans un épithélium stratifié, c'est important. Mais si la couche basale a des cellules cubiques, ça, il faut le virer. Parce qu'on vous a dit en cours qu'on définissait un épithélium par rapport à son assise superficielle, la plus superficielle. Donc là, on a mis à la couche basale des cellules cubiques, mais on aurait très bien pu mettre des cellules pavimenteuses ou prismatiques. On vous a mis cubiques parce que tout simplement, c'est plus fréquent d'avoir des cellules cubiques en couche basale. Mais on aurait pu dire, blablabla, si la couche basale a des cellules prismatiques, blablabla, si la couche basale a des cellules prismatiques, ça change rien. Ce qui est important, c'est et la couche la plus superficielle a des cellules pavimenteuses, on parle d'un épithélium stratifié pavimenteux. Pavimenteux stratifié, c'est pareil. Mais c'est vraiment la couche la plus superficielle. Donc là, en gros, ce qu'on vous a dit, c'est, voilà, là vous avez des cubiques, là vous avez plein de cellules, et là-haut, vous avez des pavimenteux. Voilà, donc ça va s'appeler un épithélium pavimenteux stratifié ou épithélium malpighian, vous verrez après. Ça c'est pareil, on ne vous l'a pas dit sur le tissu épithélial, mais les doublants, vous savez très bien que c'était très succinct ce qu'on vous a fait. Pour les primants, en gros, ça va être l'épiderme, c'est un épithélium malpighien kératinisé, donc un épithélium pavimenteux stratifié à fonction de kératine, pour protection mécanique, tout ça, etc. Donc c'est là les vrais, voilà, blablabla, c'est la dernière assise cellulaire qui donne le nom au tissu conjonctif. Un épithélium pseudo-stratifié comporte à la fois des cellules pavimenteuses, cubiques et prismatiques. Alors là, je vais vous donner les 3 choses qu'il faut retenir pour l'épithélium pseudo-stratifié. Ça n'a rien à voir avec il y a les 3 formes cellulaires. J'ai beaucoup de place pour écrire, mais je vais essayer d'écrire là-bas. Donc ça, c'est épithélium pseudo-stratifié. Ça, c'est pseudo-stratifié, j'ai écrit. Donc il y a environ 3 caractéristiques qu'il faut retenir. 1. Les limites cellulaires ne sont pas bien visibles. Pas bien visibles. 2. Que les noyaux sont à différents niveaux. Tout à l'heure, si vous voulez, j'ai des gens qui ne comprennent pas, il faut descendre à la palette et je leur montrer la diapo de l'épithélium pseudo-stratifié. Donc limites cellulaires pas très bien visibles. Les noyaux à différentes positions. Et la 3e, qui est la plus importante, c'est que toutes les cellules reposent sur la membrane basale. Il n'y a pas des strates, des vraies strates comme là vous aurez la cubique, là vous aurez une autre couche. C'est vraiment toutes les cellules, il n'y a pas d'exception, toutes les cellules reposent sur la membrane basale. Voilà. Reposent sur la membrane basale. Voilà. Donc limite cellulaire pas bien distincte, noyaux à différents niveaux, et toutes les cellules reposent sur la membrane basale.
Voilà, ça c'est ce qu'il faut vraiment apprendre sur un épithélium superstratifié. Donc voilà, c'est vrai, on vous a juste mis, ce n'est pas du tout la définition, blablabla. Donc l'urothélium est un épithélium pseudostratifié bordant une cavité fermée. Donc déjà, est-ce que l'urothélium est un épithélium pseudostratifié pour vous? Alors là, c'est vrai, l'urothélium est un épithélium pseudostratifié, pardon. Il y a deux exemples à connaître en cours, c'est l'urothélium et l'épithélium respiratoire. Ce sera les deux, par les voies aériennes respiratoires, voilà. C'est les deux qu'il faut apprendre, urothélium et épithélium respiratoire. Il n'y a pas de piège là-dessus, il n'y en aura pas d'autres dans votre cours. Il y en a sûrement qui existent. Enfin, moi, pour l'instant, je connais que ces deux-là aussi, parce que les cours, ils n'ont pas commencé. Je suis persuadé qu'il y en a d'autres qui existent, mais pour l'instant, en P1, vous apprenez ces là. Après, l'urothélium est un épithélium bordant une cavité fermée. L'urothélium, c'est l'épithélium de la vessie, pas de l'urètre, pas de l'urtère, tout ça. C'est l'épithélium de la vessie. Bah, il est clair que la vessie, c'est une cavité ouverte. Bah, sinon, voilà, on ne pourrait pas pisser, donc c'est un peu chiant. Voilà. Alors, pisser, ça vous fait marrer, mais c'est un terme médical en fait. Hein. À l'hôpital, vous allez entendre pisser, pisser monsieur, enfin voilà, c'est vraiment un terme médical, c'est vraiment. Voilà. Donc blablabla, je vais laisser lire, je ne vais pas vous lire les diapos, je pense que vous savez le faire. Donc au niveau de la peau, on retrouve un épithélium assurant une protection mécanique. Voilà, donc ça, elle n'est pas en grave, elle est vraie. Je ne veux pas m'attarder là-dessus, il faut juste savoir que parfois, il ne faut pas se tromper entre la peau, la peau est constituée de 3 tissus, la peau c'est un organe. Voilà, enfin, je pense que vous connaissez un peu tous les trucs HLA, des trucs comme ça. La peau, c'est un organe tritissulaire. Voilà, donc dans la peau, vous avez l'épiderme en surface, le derme et l'hypoderme. Le tissu épithélial, on parle quand on vous dit la peau, parfois on dit la peau est un tissu épithélial, enfin un épithélium, c'est pas vrai, c'est l'épiderme qui est l'épithélium. La peau, c'est un organe, c'est pas un tissu. Encore une fois, un organe, c'est fait de plusieurs tissus en vue de faire une même fonction, blablabla. Voilà. Les jonctions communicantes sont aussi appelées gap junctions. Donc ça, c'est vrai, voilà, c'est les 3 mots, encore une fois, communicant, gap junction, jonction interstice. Voilà, je sais un petit peu. Voilà. Donc la question 3, les bonnes réponses étaient A, D et E. A, D, E. Voilà, donc on passe à la question 4. Quelles sont là les propositions exactes concernant l'épithélium intestinal? Pour ça, vous avez le rappel tout à l'heure, donc j'espère que personne n'a fait beaucoup de fautes, que vous avez déjà eu le cours la dernière fois. Donc il est constitué de cellules à pôle muqueux fermé, dites caliciformes. Donc là, c'est faux, parce qu'une cellule caliciforme, c'est une cellule à pôle muqueux ouvert. Alors la petite subtilité, parce que je vais vous le dire, parce que le professeur Barbet va vous la dire aussi. Donc vous vous rappelez de la cellule caliciforme qui a une forme de calice, qui est entre les entérocytes. L'entérocyte, c'est la cellule de l'épithélium intestinal. Donc on ne va pas se tromper entre cellules. Vous me dites si je n'écris pas assez gros, parce que vu que j'ai pas de torchon, ça me semble un peu d'essuyer à chaque fois. Donc voilà, donc là vous avez votre entérocyte. Entérocyte, on rappelle qu'il y a une différenciation cellulaire avec plateau strié. Voilà. Les stries, elles mesurent 1 micron. Vous avez aussi la bordure en brosse au niveau du rein, la bordure en brosse, elle est plus grande, elle mesure 2 microns. Je vous embête un peu avec ça parce que, comme ça, c'est des mots que vous allez avoir en tête, mais le professeur Barbet va vraiment vous détailler en long, en large, en travers, ce que vous voulez. Mais voilà, retenez juste que les microvillosités, je vais vous faire un petit truc après, que les microvillosités, c'est donc le plateau strié, la bordure en brosse et les stéréocyles. Donc voilà, donc là, le plateau strié, donc différenciation cellulaire, ça va permettre une fonction d'absorption au niveau de votre intestin. C'est encore un rappel, hein, mais on ne rappelle jamais assez. Donc voilà, donc là vous avez un entérocyte ou cellule intestinale, et vous allez avoir, voilà, une cellule caliciforme. Caliciforme, encore une fois, pourquoi? Parce que ça ressemble tout simplement à un calice. Voilà, enfin, il n'y a pas de... Voilà, donc là vous avez le mucus, blablabla, voilà, qui permet l'absorption, voilà, enfin, je peux parler tout. Le truc que je veux vous dire, c'est qu'au microscope optique, on voit comme si que le pôle apical était ouvert. Sauf que quand on passe au microscope électronique, on voit qu'il y a encore une fine couche de membrane plasmique. Voilà, c'est le seul truc qu'il faut retenir, que en fait c'est pas vraiment fermé, sinon voilà. Mais c'est, voilà, on l'appelle pôle muqueux ouvert. Voilà, pour la cellule caliciforme. Il s'agit d'un épithélium prismatique simple. Là, il n'y a pas d'erreur, c'est
c'est juste qu'il faut l'apprendre par cœur. Donc l'intestin, un épithélium, prismatique simple, à différenciation cellulaire en plateau strié, à fonction d'absorption. Voilà, vous en allez avoir beaucoup comme ça à apprendre, il y a l'estomac, vous avez l'épithélium respiratoire. C'est pas, il faut vraiment que ça fasse, enfin c'est un peu bête à dire, mais comme une chanson dans notre tête, quoi. L'épithélium respiratoire, épithélium prismatique, à plateau strié, à fonction de retenir les substances indésirables dans le mucus. Voilà, enfin, ça paraît bête comme ça, mais si vous l'apprenez en mode blablabla, voilà. Donc voilà, ça c'est vrai. Il comporte des cellules à plateau strié. Bah voilà, je viens de le dire. Je pense que ça, vous allez le faire tout seul. Donc plateau strié, je redis encore une fois, hein, les microvillosités, c'est plateau strié. Donc au niveau de l'intestin, bordure aux brosses, au niveau du rein, et stéréocyle. Ça c'est au niveau de l'épididyme ou des canaux déférents, pardon. Donc vous voulez que je le redise pour les primants ou oui. Alors vous avez plateau strié au niveau de l'épithélium de l'intestin. Plateau strié au niveau de l'épithélium de l'intestin. La bordure en brosse au niveau du rein. Juste plateau strié et bordure en brosse, c'est la même chose. Seul truc, ça va être la différence, la hauteur des stries. Dans l'intestin, c'est 1 micron. Dans le rein, c'est 2 microns. Voilà, c'est la seule différence. C'est juste que c'est plus grand. Mais encore une fois, professeur Barbet, il aime bien appeler les différents trucs. Même dans l'histologie, c'est un peu écrit partout pareil comme ça. Mais enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui veulent dire la même chose. Donc, plateau strié, intestin, bordure en brosse, rein, et stéréocyle au niveau de l'épididyme. Il y a un Y quelque part, mais je ne me rappelle plus où, je crois que c'est sur le dernier. Épididyme, ou canaux déférents. Je ne vais pas vous faire un cours parce que vous allez l'avoir, mais bon, voilà, tout ça c'est au niveau de l'appareil génital masculin. Donc voilà, les dernières différenciations cellulaires qu'il faut apprendre, c'est les cycles vibratiles. C'est bon, vous avez tous noté le truc là? Donc voilà, si vous n'avez pas réussi à noter, vous pouvez poser des questions sur le forum ou encore une fois la paillasse. Vous avez la dernière, c'est les cycles vibratiles. Les cycles vibratiles, c'est la seule différenciation apicale cellulaire qui va avoir une fonction de mouvement. Donc là, vous en avez à 2 endroits. Enfin, le professeur Barbet va vous dire à 2 endroits, mais je suis persuadé aussi qu'il y en a un peu partout. Donc il y en a un au niveau de la trompe de l'ovaire, la trompe utérine, pardon. Et au niveau de l'épithélium respiratoire des voies aériennes supérieures. Voilà, donc trompe utérine et épithélium. C'est encore sur les épithéliums tout ça, hein. Vous ne vous trompez pas, vous ne mettez pas différenciation cellulaire dans le tissu conjonctif, c'est vraiment par les épithéliums pour l'instant. Les 3 premières questions sont spécifiques du tissu épithélium. Voilà, donc au niveau des trompes utérines et au niveau de l'épithélium respiratoire des voies aériennes supérieures. Voilà. Donc blablabla, substance interne. Il libère le mucus digestif. Alors là, on m'a posé la question si blablabla, oui, c'est pas le même mucus que l'estomac. Est-ce que c'est le même mucus au niveau de l'estomac qu'au niveau de l'intestin? Franchement, en P1, on va pas vous poser ce genre de questions, quoi. Faut pas vous prendre la tête. Moi, je suis persuadé qu'il y a une différence biochimique entre le mucus digestif intestinal et de l'estomac gastrique, mais on s'en fout, quoi. Là, on vous dit, parce qu'il dit, ouais, mais la phrase, elle est pas vraie et tout. Enfin, vous prenez pas la tête. Il libère le mucus digestif. Vous vous rappelez qu'il y a les cellules calciformes, on vous dit qu'elles libèrent du mucus, c'est vrai. Voilà, il n'y a pas de questions à poser, est-ce que c'est la même biochimie, est-ce qu'il y a les mêmes atomes de temps, enfin, non, on va pas vous demander ça en P1, quoi. Donc voilà, blabla, c'est possible cellules calciformes, cellules à peau muqueuse couverte. Voilà, ça piège les substances. Donc tout ce que vous allez manger, ça va dans l'intestin, vous mangez ici, pas l'épithélium avec le mucus, ici il prend, ça va dans votre sang, il prend le glucose, l'oxygène, etc. Voilà. Les microvillosités des entérocytes favorisent l'absorption intestinale. C'est vrai, on a mis 3 petits points, mais moi je vais vous expliquer vite fait. En gros, là, plus vos microvillosités, donc les plateaux striés d'un micron, ça augmente la surface de votre pôle apical. Donc le mucus qui va pouvoir aller partout, en augmentant la surface, vous allez avoir plus d'échanges. Plus la surface est grande, si je prends le petit carré là de la paillasse et que je mets du glucose ici, il y aura moins d'absorption que si je le mets partout et qu'à la fin je peux faire mon glucose. Donc voilà, donc plus la surface épithéliale au niveau apical est grande, plus il y a de l'absorption. Ça paraît logique que les microvillosités des entérocytes favorisent l'absorption intestinale. Vu qu'on vous a dit spécialisation cellulaire permet la fonction, les microvillosités c'est une spécialisation cellulaire qui permet la fonction de l'absorption. Voilà, donc la question 4, la réponse était B, C, D, E. Donc B, C, D, E, voilà la question 5.
Il est quelle heure là? Je n'arrive pas à voir. Il est 20, je me dépêche. La fonction glandulaire correspond à l'ensemble des mécanismes depuis la synthèse d'un produit jusqu'à son excrétion hors de la cellule. Donc ça c'est vrai. Donc je ne sais pas vous faire parce qu'après il y a le truc. Donc vrai. Il ne faut pas se tromper entre expression et sécrétion. Sécrétion c'est la synthèse du produit. Voilà, c'est le sécrétion, c'est pas pouf ça sort de la cellule, non ça c'est excrétion. Enfin voilà, extérieur, ça sort de la cellule, sécrétion, enfin, vous allez avoir d'autres cours, ils vont nous parler de la sécrétion cellulaire, où le produit va vraiment sortir de la cellule, surtout en biocell je crois, mais retenez qu'en cours d'histologie du professeur Barbet, la sécrétion c'est la synthèse du produit. Voilà, donc les trois étapes de la fonction glandulaire sont dans l'ordre chronologique, synthèse, stockage et sécrétion, donc c'est faux. Pourquoi? Parce que sécrétion c'est pareil que synthèse, donc là il fallait mettre à la place de sécrétion, il fallait mettre excrétion. Voilà. Donc ça c'est vraiment dans l'ordre chronologique, quoi. Vous avez la synthèse du produit qui va soit librement dans la cellule, soit dans des vésicules. Donc ça vous le verrez après, surtout dans la peau. Après le stockage, qui se fait souvent au pôle apical, il peut y avoir des exceptions, mais je crois en P1 vous n'avez pas à vous tracasser là-dessus. Et l'expression ou extrusion. Extrusion c'est tout simplement c'est une expression, mais au niveau d'une cellule. C'est l'extrusion. Voilà. L'expression, ça va être, par exemple, si vous avez beaucoup de cellules et que vous dites, tiens, l'expression intestinale, par exemple. Ça, c'est beaucoup de cellules calciformes, par exemple, qui libèrent leur mucus. Mais l'extrusion, c'est au niveau d'une seule cellule. Voilà. C'est juste ça. Ben, extrusion et extrusion, pour vous, c'est à peu près synonyme, quoi. Voilà. Donc, au niveau du pancréas, un îlot de Langerhans constitue à lui seul une glande. Donc, celle-là, elle est vraie. Au premier cours, il me semble qu'on vous a dit qu'une glande, ça pouvait être une cellule, un amas de cellules, ou un organe anatomiquement individualisé. Voilà. Donc une cellule, par exemple, vous avez la cellule calciforme. La cellule calciforme, c'est une cellule, voilà, c'est une cellule glandulaire. D'ailleurs, elle est de revêtement et glandulaire. Voilà. Enfin, vous voyez bien là qu'elle fait partie de l'épithélium intestinal. Elle libère du mucus, donc elle est une glande exocrine, et qui aussi fonction de revêtement parce qu'elle est dans l'épithélium intestinal. Donc voilà, là c'est vraiment, il faut toujours avoir un exemple type, et pour celle-là, la question là qui dit tout à l'heure, ça disait est-ce que ça ne peut pas cumuler les fonctions de revêtement et glandulaire? Voilà, vous avez la cellule calciforme en tête, là vous dites tout de suite non quoi. Donc les îlots de Langerhans, c'est dans le pancréas, ça permet de faire l'insuline, le glucagon, tout ça, donc c'est, voilà, on ne s'embête pas avec ça. La glande mixte comporte des cellules dont la sécrétion est à la fois endocrine et exocrine. Donc là, petit piège. Ça c'est, voilà, on a tous, même les doublants, parce que chaque année Barbet ne le précise pas forcément bien. Donc vous avez les glandes exocrines, donc qui met le produit hors du corps, que ce soit à la surface ou que ça sorte des cavités, enfin ça va en dehors de l'organisme. Vous avez les glandes endocrines, mais vous avez aussi les glandes mixtes. Donc voilà. Donc, les glandes mixtes, ça va être des glandes qui font aussi qui sont endocrines et exocrines à la fois. Sauf que vous avez deux sortes de glandes mixtes. Vous avez les glandes mixtes dites classiques, où là vous avez deux populations cellulaires. Notez-le bien, ça c'est vraiment la base, c'est vraiment le piège basique de Barbel, il adore faire ça. C'est vraiment la glande mixte classique. Il y a deux populations cellulaires qui vont faire. Une elle va faire une fonction endocrine, l'autre exocrine. Donc là vous avez une population 1 de cellules, une population 2 de cellules, elle va faire l'endocrine, et elle va faire l'exocrine. Voilà, donc là c'est deux populations distinctes. Après vous avez les glandes mixtes, amphicrines. Voilà, là c'est totalement différent. C'est une seule population cellulaire qui fait à la fois le produit endocrine et à la fois le produit exocrine. Donc ça, il faut vraiment le retenir. Donc là, les deux exemples, amphicrine, ça serait le foie. Donc le foie, vous ne l'avez pas encore vu, mais en fait, c'est un épithélium cubique donc vous vous rappelez, il n'y a pas de membrane basale dans le foie. Donc voilà, ça va être l'épithélium du foie. Où d'un côté, elle va faire le produit exocrine, la bile, tout ça, etc. Et de l'autre côté, il va libérer le glucose dans le sang. Donc le glucose, je pense pas que ce soit à proprement parler une hormone, mais c'est libéré dans le sang et ça va faire, un produit endocrine, quoi. Donc voilà, mais là c'est la même population, donc amphicrine, même population, donc il fait à la fois endocrine et exocrine, et classique, donc X classique, deux populations qui font à la fois, qui une fait endocrine et l'autre exocrine. Donc ça, la glande classique de ça, c'est le pancréas. Le pancréas, il y a un S à la fin. Voilà.
Donc là, les deux sortent, donc il y en a un, c'est l'amylase pancréatique, et l'autre, bah, c'est l'insuline, glucagon, deux hormones calcémiens, sur les glycémiques. Voilà, donc là, il faut vraiment retenir, retenez-le, mix classique, mix amphicrine, c'est différent. Donc là, on l'a mis faute, pourquoi? Parce que les glandes mixtes comportent des cellules dont la sécrétion est à la fois endocrine et exocrine. C'était un peu ambigu, mais on ne précise pas qu'il y a deux populations cellulaires. Donc, et les glandes mixtes, il faut vraiment préciser si elles sont classiques ou amphicrines. Donc là, quand il y a une grosse ambiguïté comme ça, en général, la proposition va être fausse. Donc voilà. La thyroïde est une glande anatomiquement individualisée. C'est vrai, bon là encore une fois vous avez des glandes microscopiques, donc une cellule, l'îlot de Langerhans, tout ça. Vous avez les glandes macroscopiques, le pancréas, et vous avez les glandes anatomiquement individualisées comme la thyroïde. Voilà. Donc les réponses à la 5, c'était ACDE. ACDE, voilà. Donc la question 6. L'extrusion apomérocrine est synonyme d'extrusion holocrine. Donc là on a fait un mix un peu de tout ça, c'est faux. Voilà, je ne vais pas vous le lire, mais apocrine, le synonyme c'est holomérocrine. Voilà. Excuse-moi. Ouais. Tu as dit la réponse à la 5 c'est ACDE, donc la D est vraie. Ouais, pardon, ouais, elle est fausse, excusez-moi. Ouais. Donc ACE, excusez-moi. Donc voilà, la B pour l'extrusion holocrine, le cycle sécrétoire est unique. Oui, holo en grec ça veut dire entier, c'est la cellule qui part en entier, on a une petite diapo récapitulative après. Donc la cellule elle part et elle meurt, c'est-à-dire qu'elle n'a plus d'organites, elle peut plus prendre des nutriments, etc., du sang, donc elle ne peut plus vivre en fait. Donc elle meurt, et en mourant, elle libère son produit de synthèse. Voilà, donc en haut, là. Voilà, c'est la petite diapo récapitulative. Donc là, vous voyez ici, on m'a posé comme question comment ça se fait pour se renouveler. Alors ici, vous avez une couche qui s'appelle la couche germinale, ou germinative, comme vous voulez. Vous voyez des petites mitoses ici. Oula, pardon. Des petites mitoses ici. Ça, en gros, les cellules ici, elles vont se diviser. Ça va avoir beaucoup de cellules cubiques. Là, elle va migrer, c'est une migration verticale. Et là, la cellule, elle meurt. Voilà. Donc là, elle va libérer son produit de sécrétion dans des canaux. Parce qu'une glande exocrine, ça a des canaux excréteurs. La glande endocrine, par contre, elle n'aura pas de canaux excréteurs. Voilà. Le mode majoritaire d'extrusion est l'extrusion mérocrine. Ça, c'est vrai, il faut juste l'apprendre par cœur. Le professeur Bardet va vous le dire, donc retenez-le, c'est mieux de le retenir à la fin d'entrée dès maintenant. Les glandes sébacées de la peau ont un mode d'extrusion apocrine. Donc voilà, ça c'est faux, c'est holocrine. Vous avez les trois sortes, vous avez mérocrine, mérocrine il y en a beaucoup, on ne va pas tous les détailler. Vous avez holocrine, il faut savoir juste qu'il y a différents organes, différentes glandes qu'il faut apprendre par cœur concernant les différentes extrusions. Donc la sébacée c'est holocrine, et l'apocrine vous aurez une glande de la sueur apocrine, je crois, sudoripare apocrine, et la glande mammaire. Voilà. Donc là vous avez juste à retenir ces trois exemples. Mérocrine, il y en a beaucoup, il va vous donner plein d'exemples. Holocrine, c'est les glandes sébacées, et les glandes apocrines, ce sont les glandes mammaires, ou les glandes sudoripares apocrines. Voilà, l'extrusion apocrine se fait par clivage du pôle sécrétoire de la cellule. Ça c'est vrai, le petit schéma vite fait. Donc là vous avez votre cellule. Ici. Non, par contre les gens qui veulent partir, ils peuvent partir, mais si les pas, c'est vraiment gênant quand on est au tableau, ça fait genre, vas-y on est pressé, tu nous saoules, alors que je fais une petite correction. Personnellement je suis en deuxième année, maintenant je travaille pour vous, quoi. Là, je suis pas là pour... voilà, donc les sifflements, les gens qui veulent sortir, ils sortent. Donc voilà, donc là, apocrine, vous avez la partie supérieure de votre cellule qui va partir, mais vous allez avoir plein d'organiques, qui vont rester. Donc la cellule va pouvoir refaire de la membrane plasmique pour refaire un cycle, ce qui est différent de l'holocrine. C'est pour ça qu'on l'appelle holomérocrine. Donc à la fois, il y a un truc qui part, mais la cellule, elle reste vivante. Donc la mérocrine, elle fait plusieurs cycles, elle reste toujours vivante. L'holocrine, elle meurt, mais l'holomérocrine, donc apocrine, elle fait plusieurs cycles, mais il y a quand même un bout de la cellule qui s'en va. Voilà. Voilà, le dessin qui était là, voilà, petit rappel, blablabla. Je vous laisse 2 secondes. Question 7. Parmi les propositions suivantes à propos de tissu conjonctif simple, blablabla, un tissu conjonctif simple est composé de cellules de fibres matrices, blablabla. Donc ça c'est vrai. Voilà, il faut juste retenir que la matrice extracellulaire, donc la MEC, voilà, il faut vraiment apprendre
à prendre des initiales des choses parce que ça faut vraiment être vite. Donc matrice extracellulaire, c'est matrice conjonctive ou matrice tout simplement, ou même parfois le professeur Barbet va dire substance fondamentale en pensant matrice extracellulaire. C'est juste à vous de penser que la substance fondamentale fait partie de la... D'ailleurs je crois qu'il y a un tuto l'année dernière où vous avez dit blablabla, matrice extracellulaire, substance fondamentale, et que en fin de compte c'était bon quand même, quoi, parce que la matrice extracellulaire fait de la substance fondamentale et des fibres. Donc voilà, le sang qui irrigue conjonctif apporte les substances endogènes. Ça on avait dit non, les substances endogènes c'est vraiment le fibroblaste, ce sera vraiment la seule source que vous allez apprendre de substances endogènes. Sinon, le sang il apporte les substances exogènes, donc l'eau, le glucose, les acides aminés, différents nutriments, etc. Donc, bon là je vous le passe de notes parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps, donc voilà. Les fibres de réticuline sont mises en évidence par leur série. Elles sont réellement anastomosées et confèrent une certaine élastique tissue, c'est la définition de l'élastine. La réticule, je ne vais pas coupler, voilà, c'est imprégnation argentique et elles sont apparemment anastomosées. N'oubliez pas le apparemment anastomosé, voilà. Les fibres de collagène, comme les fibres de réticuline, présentent une discrétion de 64 nanomètres. Elle est vraie, on va rappeler l'alternance de bandes sombres et de bandes claires. Donc c'est ça, ça veut dire ça, discrétion périodique. Les précurseurs du collagène sont fabriqués par les fibroblastes. Donc ça c'est vrai, vous vous rappelez, c'est tropocollagène avec glycine, proline, hydroxyproline et proline. Voilà, il y a pas de piège là-dessus. Voilà, ça c'est petit diapo. Je le remettrai à la fin pour les gens qui veulent rester, parce que je sais qu'il y en a qui sont pressés, vous avez un cours juste après. Les fibroblastes se déplacent à 5 micromètres par heure. Donc ça c'est vrai, vous faites très attention à l'unité, encore une fois, c'est des micromètres, pas des millimètres, pas des nanomètres, enfin, tout ça c'est vraiment micromètres. Donc voilà, le fibroblast sont des cellules de passage au tissu conjonctif. Non, le fibroblast c'est la cellule résidente, cellule vraie du tissu conjonctif, c'est la seule que vous allez apprendre. Voilà, toutes les autres ce sont des cellules de passage. Les mastocytes, les neutrophiles, les leucocytes, tout ce que vous voulez. Voilà. La gelée de Wharton du cordon ombilical est un tissu conjonctif spécialisé à présence de substances fondamentales. Donc là, il faut vraiment bien retenir que c'est faux parce que la gelée de Wharton, donc le tissu conjonctif œdémateux, muqueux ou à prédominance de substances fondamentales, c'est un tissu conjonctif simple. Les seuls tissus conjonctifs spécialisés que vous allez apprendre, c'est le tissu adipeux, tissu cartilagineux, tissu osseux et tissu sanguin. Voilà, c'est les 4 à apprendre par cœur. On trouve plus de fibres d'élastine dans les artères proches du cœur que dans les artères périphériques. C'était le petit dessin avec le cœur que je vous ai fait tout à l'heure. Au niveau de l'aorte ascendante, donc près du cœur, au ventricule gauche, lors de la systole, donc expulsion du sang des ventricules, il vous faut beaucoup d'élastine parce que vous allez avoir une pression énorme, le sang il pousse fort l'artère, il faut bien qu'elle se gonfle et qu'elle revienne. Élasticité, encore une fois, ça veut dire qu'il peut s'étirer et revenir à sa forme initiale. Voilà. Donc ça c'est vrai. Le tissu paléal ils auraient dû mettre un tissu paléal du sein, mais apparemment il n'y a peut-être qu'un seul tissu paléal. Et à prédominance de cellules, c'est vrai, voilà, c'est la seule à apprendre. Voilà, les deux dernières elles vont très très vite. Donc parmi les tissus suivants, lesquels sont des tissus conjonctifs spécialisés, je vous l'ai dit, tissu osseux, tissu sanguin. Le tissu conjonctif lâche, ou équilibré, ou de remplissage, c'est un tissu conjonctif simple. Donc c'est un tissu conjonctif sans prédominance, mais c'est un tissu conjonctif simple quand même. Il faut savoir qu'à prédominance, ça ne veut pas dire que tous les autres constituants ne sont pas là. Enfin, dans le tissu œdémateux, par exemple, je dis qu'il y a beaucoup de substances fondamentales, à prédominance de substances fondamentales, mais il y a quand même des fibroblastes, il y a quand même quelques fibres. Ça ne sera jamais dénué de collagène, ça ne sera jamais dénué de tout ce que vous voulez, de fibroblastes, tout ça. C'est parce que c'est à prédominance qu'il y a absence des autres constituants. Voilà, donc ça c'est faux. Le cartilage, donc le tissu cartilagineux, oui, et le tissu adipeux, oui. Voilà. Et la question bonus, un peu piégeante, mais voilà, il y aura aussi des questions chiantes au concours. Donc lesquelles, il faut très faire attention aussi au pas, au faux, tout ça, parce que vous avez tendance parfois à regarder que les vrais, et parfois, comme la première, la session c'était les questions et réponses fausses. Et ça, lors du tuto et du vrai concours, il y aura quelques... Enfin, il faut vraiment lire les intitulés. Il ne faut pas passer en question tac tac tac. Voilà. Donc ne figure pas dans un tissu conjonctif réticulaire, donc la prédominance de réticuline. Voilà, donc il y a des fibres de collagène. Il y a des fibres de réticuline parce que c'est un tissu conjonctif à prédominance de réticuline. Il y a des fibroblastes, parce que le fibroblast c'est lui qui fait la réticuline, le collagène, l'élastine et toutes les protéines que vous allez voir avec le professeur Barbet. Il y a des mastocytes. Pourquoi on vous a dit les mastocytes? C'est une cellule réactionnelle locale, immunitaire ou inflammatoire. Donc c'est pas parce qu'on vous a parlé de ça dans le tissu conjonctif lâche, équilibré ou de remplissage, qu'il n'y en a pas dans les tissus conjonctifs à prédominance. Donc aucune des propositions n'est vraie. Donc voilà. Voilà, merci beaucoup. Et si vous avez des questions sur le forum, n'hésitez pas, voilà.